Bonjour à chacun et bonjour pour cette nouvelle émission de l'École buissonnière. Alors aujourd'hui, j'ai la joie et le plaisir d'être avec Werner. Bonjour Werner. Bonjour David, bonjour à Alors, chacun. ouais, plusieurs te connaissent. Pour les plus anciens, ceux qui sont là depuis le début de l'aventure, ils te connaissent. Ils t'ont déjà repéré, ils t'ont déjà entendu une ou deux fois à certaines occasions. Mais est-ce que tu pourrais quand même te présenter pour ceux qui te connaîtraient pas et auraient la joie de te découvrir aujourd'hui? Oui, je suis marié, j'ai 5 enfants, on va avoir mon épouse et moi 57 ans cette année, et ça a fait ce début d'année, ça fait 40 ans qu'on a donné notre cœur au Seigneur Jésus et qu'on le suit, alors avec plus ou moins de réussite, enfin dans le sens de notre obéissance, pas du côté du Seigneur bien sûr. Et donc de profession, je suis agriculteur. Hmm. Mon épouse est infirmière et donc je suis installé depuis 1991 sur la ferme de mes parents et donc mes parents bien sûr ont pris la retraite entre-temps et donc c'était pour moi l'occasion de faire un peu le lien entre la foi et mon travail et donc ça a été un cheminement qui a pris du temps et qui n'est pas encore arrivé à son terme. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup. Et justement, c'est pour ça que je t'ai proposé de participer, parce que tu fais partie de ces agriculteurs qui font partie de ce réseau. Et puis, c'est l'occasion de revenir avec toi un petit peu sur, faire un petit peu l'état des lieux de ton point de vue d'agriculteur en Alsace. Et puis, de revenir peut-être un petit peu sur l'agriculture. Et puis aussi, nous raconter l'histoire de votre ferme et puis l'évolution de l'agriculture locale. Tu vois, un petit panorama de, de, ce- de votre point de vue. Alors je suis céréalier, puis du point de vue céréalier en ce moment, au niveau de l'Alsace, ça se passe relativement bien, puisqu'on a accès à l'eau, Mm. contrairement à d'autres régions. Donc, dès qu'on a l'eau, on peut produire et nos terres sont assez fertiles. Mhm. Donc, c'est plus difficile pour ceux qui font de l'élevage parce qu'il y a les normes de plus en plus strictes. Il y a aussi donc la charge de travail qui est très lourde et aussi une rémunération qui n'est pas toujours à la hauteur du travail Ouais. fourni. Donc, il y a des élevages qui arrêtent. Souvent, si le fils ou la fille reprend l'exploitation familiale dans un élevage, il laisse tomber l'élevage et continue uniquement les cultures. Donc ça, c'est un peu la situation. Mm. Alors bien sûr, il y a des éleveurs qui continuent, heureusement, mais alors ça fait partie des problématiques de l'agriculture en général, c'est de trouver des personnes qui reprennent. Donc je fais partie de la génération de ce grand groupe d'agriculteurs qui vont prendre la retraite dans une dizaine d'années. Mhm. Et très peu ont, ont la certitude de quelqu'un qui reprend. Enfin, très peu, Ouais. ça veut dire, je pense qu'il y a peut-être un cas qui peut dire, voilà, moi je sais, il y a quelqu'un qui reprend derrière moi. Il y en a un autre quart qui sait pas, et puis il y en a qui sont sûrs que ça va pas se faire. Enfin, les terres ne vont pas se perdre, mais ça va être toujours des fermes plus grosses qui vont se constituer avec Mhm. des investisseurs et donc l'aspect familial va disparaître dans cette Mm. perspective-là. Ouais. Toi-même, chez vous, tu as une idée bon, on n'y est pas tout de suite, mais bon, dans une dizaine d'années, ça arrive quand même assez vite. Tu as une idée pour la suite de ce qui va se passer chez vous? Alors chez moi, je n'ai pas encore d'idée. Alors j'ai deux fils qui ont une formation agricole et Mhm. qui travaillent à l'extérieur pour l'instant. Je suis en train de former un apprenti qui, euh, qui a fortement envie de reprendre une ferme. Donc pour l'instant, les choses restent ouvertes. Alors je fais partie de ceux qui ne savent pas encore. Ça marche. Ça marche. C'est sûr que quelque chose va se passer, mais on ne sait pas encore. Ouais. Alors je peux Est-ce peut-être que... ajouter de Ouais. ce côté-là que j'ai jamais mis la pression à mes fils pour Mm. reprendre la ferme. Mais ce qui m'importe, c'est que ce soit un fils, entre guillemets, qui Mm. reprenne.
Donc Ouais. quelqu'un qui a les mêmes valeurs, qui va pas forcément faire tout ce que moi je fais, mais avec les mêmes principes et les valeurs Mhm. spirituelles. Ouais. Ah oui. Et j'imagine que ces valeurs, au fur et à mesure des années, elles ont dû évoluer. En même temps, en parallèle Oui, alors de l'agriculture qui a aussi évolué. oui, alors peut-être, enfin tu avais posé la question par rapport à l'évolution de l'agriculture. Alors Hmm. très rapidement, on est parti. Mes grands-parents se sont installés sur une ferme dans le village où je suis actuellement en 1945-46 sur une vingtaine d'hectares. Et donc c'était une ferme polyculture élevage, enfin traditionnelle avec les vaches, cochons, poules, etc. et quelques champs. Et donc ça a évolué avec les années. Il y a eu un remembrement, il y a eu l'irrigation qui est arrivée, donc spécialisation. Donc d'une ferme polyculture élevage, on s'est spécialisé dans la monoculture de maïs, donc Mhm. quasiment pendant 40 ans. L'élevage a été abandonné et donc finalement on s'est retrouvé très spécialisé mais aussi très, très vulnérable. Hmm. Donc ça c'était par rapport à l'évolution de la ferme familiale. Donc actuellement on est en production de céréales, mais on a Oui. diversifié un peu les cultures. D'une part par obligation euh, par rapport à la PAC, à la politique agricole commune, mais aussi personnellement par rapport à une prise de conscience de la vie du sol. Hmm. Alors je t'ai coupé par rapport à l'autre question, je ne sais pas si tu peux la Non, mais reprendre. non, mais tout va bien. Bah justement, tu nous démontres qu'il y a une évolution au niveau de l'agriculture. Est-ce qu'elle a été poussée uniquement, tu me parlais de la PAC, par la PAC, ou toi-même, tu as changé ta façon de voir, ou peut-être même tes valeurs par rapport à l'agriculture ont changé? Bah, la plus grande remise en question a été celle de considérer le sol comme un élément vivant. Parce qu'on a Mhm. longtemps travaillé le sol comme un support, Ouais. donc ça aurait été du carton, du sable, pourvu que ça pousse. Donc Ouais. là, c'était cette prise de conscience que ça doit bien fonctionner sans qu'on intervienne forcément. Et donc, ça a entraîné des changements de pratique. Euh, bon, tout ça, ça a été en parallèle avec un cheminement spirituel, Très aussi bien. avec une prise de conscience de notre mandat en tant Mhm. qu'agriculteur en particulier, mais aussi de notre autorité qu'on a reçue en tant qu'enfant de Dieu sur Ouais. la création. Et donc, ces deux choses sont un peu allées de pair, Mhm. l'aspect spirituel et l'évolution technique aussi. D'accord. T'aimerais nous en dire, tu serais d'accord de nous en dire un peu plus sur ce cheminement personnel? Oui, donc la conversion, ça a été à 40 ans, avec un passage par Jeunesse en mission, vraiment avec ce désir d'apprendre à connaître Dieu, à Hmm. développer la relation. Je suis d'origine ménonite, donc tout ce qui est parole de Dieu, on a un bagage assez important, mais ce qui nous importait, c'était vraiment de connaître Dieu, d'avoir cette relation vivante avec lui. Donc, il y a eu cet aspect-là tout au début de notre conversion et de notre mariage. Ensuite, on a été pendant quelques années aussi responsable d'église. Et Mhm. dans ce cheminement, j'ai dû faire face, mais après même cette responsabilité, à un mensonge qui disait, ben, soit tu es au service de Dieu, soit tu travailles. Hmm. Et donc, ce mensonge m'a beaucoup, on va dire, handicapé, puisque au service de Dieu, je pouvais pas être très efficace, puisque j'avais encore un travail à côté. Et dans mon travail, je pouvais pas être efficace parce que j'avais encore un service pour Dieu à côté. Hmm. Et donc, ça a été tout un cheminement pour remettre ces deux choses ensemble et pour se dire, ben, quoi que je fasse, je sers Dieu. Il n'y a pas les gens qui vivent par la foi et les autres qui Hmm. travaillent. Ouais. On vit tous par la foi si on est enfant de Dieu. Et donc, je suis dans le ministère, même quand je suis sur mon tracteur. Et voilà.
Donc Super. ça a été un cheminement Ouais. important. Après, il y a eu une autre étape, c'était par rapport à l'agriculture plus particulièrement, où j'ai pu assister à une conférence de paysans en Suisse. Je crois Mhm. que c'était en 2000, dans les années 2010-2013. Et là, il y a vraiment eu cette prise de conscience que, en tant qu'agriculteur, on a autorité sur notre domaine. Amen. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on était devenu très vulnérable dans le sens de notre spécialisation, de notre dépendance à la technologie aussi. Et, euh, et alors, c'était toujours les autres qui dictaient ce qu'on devait faire. Donc, ça pouvait être Mm. l'administration, la PAC, les circonstances climatiques. On était toujours un peu victime. Et là, de se rendre compte, bah non, je ne suis pas une victime, c'est Dieu qui m'a donné l'autorité sur mon Ouais. domaine. Et il y a eu pas mal de témoignages de personnes qui racontaient le changement qui a eu lieu dans leur ferme à cause de cette prise de conscience. Et Mm. donc, lors de cette conférence, ils proposaient à chaque agriculteur qui avait compris, qui avait saisi cette dimension de l'autorité, de recevoir un bâton, un bâton. Donc c'était un manche de râteau, enfin quelque chose de tout à fait banal. Mais Ouais. il disait, si vous avez compris, prenez symboliquement ce bâton. Et donc, moi, je suis allé, j'ai demandé ce bâton, et donc ils m'ont donné ce bâton, ils m'ont béni. Je suis rentré à la maison, et puis avec mon épouse, on a fait le tour de notre ferme. Enfin, on était ensemble pour faire le tour de la ferme, là où il y a les bâtiments, et on Mhm. a vraiment repris autorité sur notre domaine. Et Mm. on a vu dans les semaines qui ont suivi des changements dans la vie de notre famille, de nos enfants en particulier, et donc un peu des domaines qui étaient abandonnés, Mhm. entre guillemets, hein, qui étaient Ouais. abandonnés à tout vent. Ben, on les a récupérés, on a dit non, là ici c'est une terre de vocation, c'est pas une terre où on ne sait pas quoi faire, où on tourne en rond, etc. Enfin, ce genre d'exemple. Ensuite, j'ai Mm. fait le tour des champs. Donc là, j'y suis allé tout seul et j'avais Ouais. vraiment à cœur de prier pour la terre, Mm. de bénir la terre, parce que ça, c'était aussi un peu une nouveauté pour moi, qu'on pouvait parler à la terre, euh, et donc prendre autorité sur les malédictions qui ont pu être possibles sur nos champs. On Oui. était, entre autres, pas notre champ est traversé par une quinzaine de bunkers de la guerre, Mhm. et donc il y a eu pas mal de choses qui sont passées Ouais. pendant la guerre à cet endroit-là, et vraiment aussi par rapport au sang qui a coulé, de reprendre, enfin de reprendre, de racheter la terre avec le Ouais. sang de Jésus. Alors Mm. je sais pas s'il faudrait préciser un peu toutes les choses là, mais c'était une étape importante. Ouais. Et donc j'ai fait le tour de toutes mes parcelles avec ce bâton. Et pas parce que c'est un bâton magique, mais simplement pour dire, voilà, je me lève Ouais. et je prends autorité sur ce qui m'a été confié. Et donc ça, c'est un cheminement parce que c'est pas on le fait une fois et puis c'est bon, mais de chaque fois se rendre compte à tel endroit ou parfois aussi dans notre propre façon de vivre. On a des manquements, on a des choses injustes qu'on a faites où on se rend compte peut-être après. Et donc c'est aussi le moment de se repentir, vraiment d'élever des mains pures devant le Seigneur. Mm. Alors ça peut aller jusqu'à des choses tout à fait pratiques, comme cette année j'ai fait remettre des bornes autour de certaines parcelles, parce qu'avec les tracteurs, les charrues, ben, les bornes, elles restent pas bien longtemps. Mhm. Mais je me suis rendu compte que c'est vraiment une porte ouverte, des bornes déplacées, c'est une porte ouverte dans le monde spirituel. Et on Mhm. voit ça je crois, dans les Deutéronomes. Et donc, replacer les bornes, pour moi, c'est important, Ouais. de respecter les limites. Et donc, ça, c'est des choses tout à fait pratiques. Après, dans l'évolution, il y a, parallèlement à cette prise de conscience spirituelle, il y a aussi eu cette volonté de préserver la vie du sol, Oui. donc de revoir un peu nos pratiques. Alors,
Je suis toujours en agriculture conventionnelle, c'est-à-dire que j'utilise des produits phytopharmaceutiques, Mhm. mais donc j'ai jamais eu de réprimande du Seigneur par rapport à ça pour l'instant, mais plutôt par rapport à mon attitude Mhm. dans mes relations, dans parfois des demandes de pardon qu'on n'a pas accordées ou des choses qui doivent être remises en place dans notre vie. Là, Mhm. je crois que le Seigneur est beaucoup plus regardant. Mais en tout cas, j'ai participé à des contrats territoriaux pour réduire les herbicides. Donc, Mhm. c'est des contrats de 5 ans. Alors, l'objectif était de réduire de 50%. Ouais. Donc, donc j'ai réussi à réduire de 50%. Mhm. Ensuite, j'ai essayé de travailler plus la vie du sol dans le sens d'apporter aussi des éléments qui favorisent le travail des micro-organismes, réduire Ouais. le travail du sol, par exemple. Et donc là, j'ai pu m'inscrire sur la plateforme des Joseph pour aujourd'hui. Et les Mhm. vidéos que j'ai vues m'ont aussi aidé dans ce sens. Alors, euh, tout au début, c'est un ami de l'église qui m'avait parlé de ce projet de faire des formations pour la permaculture dans les jardins. Alors, Ouais. je me suis dit, bon, en grande culture, c'est un peu éloigné de tout ça, Mhm. mais je vais quand même m'inscrire. Et donc, j'ai suivi cette formation et ça a été vraiment enrichissant pour moi parce que j'ai trouvé des choses à mettre en pratique dans mon potager, parce que j'en ai aussi un, mais aussi des liens vers des ressources que j'ai pu consulter pour les cultures. Mhm. Donc, de fil en aiguille, avec cette formation, on a aussi eu des nouveaux contacts, des nouvelles relations, et, et ainsi de suite. Il y a ce maillage qui s'est formé. Et j'ai rencontré d'autres agriculteurs donc, qui ont aussi suivi cette formation, et je Mhm. peux en parler autour de moi. Donc, voilà. Alors maintenant, je ne sais pas où j'en suis dans mon cheminement. Si tu peux reposer une Ouais. question pour Ouais. Ouais. recentrer les Non, mais choses. c'est très bien tout ce que tu parles. En plus, tu parles de formation et justement, donc tu t'es formé un peu sur ce plan-là, sur le plan de redécouvrir comment fonctionne le sol et puis faire du lien avec d'autres agriculteurs qui aussi ont ce souci du sol et se rendent compte que prendre soin du sol, c'est vraiment notre métier en tant qu'agriculteur, paysagiste ou jardinier. Et puis, il me semble que tu as fait d'autres formations aussi, des formations plus de dirigeants chrétiens. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu aussi? Oui, alors ça, c'était dans les années, enfin, 2015, 2016. J'ai suivi une formation sur Mulhouse avec Pierre Bonin, Ouais. une formation de dirigeant, c'est le nom de l'école. Et l'idée, c'est de regarder ce que la Bible nous enseigne par rapport à la façon de travailler, alors que ce soit en entreprise agricole, dans toute autre entreprise, même en tant que responsable d'une association de pasteurs. Enfin, c'est adapté vraiment à toute personne qui est en situation d'autorité ou de diriger quelque chose. Et donc, je me suis inscrit dans l'idée que ben, si je fais cette formation avec des principes bibliques, ma ferme va être bénie. Donc, Mhm. c'est super. Alors, j'y suis allé et on a tout de suite été refroidi parce que on s'est rendu compte qu'en fait, Dieu, il s'intéresse pas tellement à notre ferme ou à notre entreprise. Il s'intéresse à son entreprise et il aimerait qu'on travaille dans son entreprise à lui. Mhm. Alors ça, c'était le grand choc parce que du coup, c'était pas si simple que ça. Il n'y avait pas juste à mettre en pratique quelques principes et c'était bon. C'était vraiment une remise en question profonde de notre façon de voir Dieu, de façon de lui poser aussi, de prier, de demander des choses. Et en fait, ce qui est venu sur mon cœur, c'était que je devais donner ma ferme à Dieu. Mhm. Et ça, c'était un élément très difficile parce que je me rappelle avoir dit à quelqu'un quelque temps auparavant, ah, Mhm. j'ai tout donné au Seigneur, enfin, ouais, je suis prêt à tout donner au Seigneur sauf la ferme. Parce Ah. que je savais que si je donne la ferme, il pouvait éventuellement me la prendre. Mhm. Ça voulait dire peut-être me demander de faire autre chose. Mhm.
Alors, pour l'instant, je suis toujours agriculteur, mais quand même, ça a pris quelques mois pour que je sois prêt à dire, Seigneur, je te donne la ferme. Hmm, Et aussi dans cette perspective que si tu me demandes de faire autre chose, alors je serai d'accord. Et ça, c'était vraiment un élément important hmm, de cette formation. Et vraiment, j'ai parlé tout à l'heure du bâton d'autorité. ouais, En fait, plus on se place sur l'autel comme un sacrifice vivant, comme c'est écrit dans Romains 12, plus on a d'autorité sur les hmm, choses qui nous sont confiées. Et donc ça, c'était un des éléments, euh, je dirais pas essentiels, mais quand même par rapport à cette formation. Alors il y a eu d'autres choses qui ont été remises en question. Et mhm, cette période de formation coïncidait aussi avec des années très difficiles ouais, en termes économiques au niveau de la ferme. Et donc là, je pensais, ben, avec ces principes, on va s'en sortir. ouais, Et j'attendais le miracle, puisque Dieu a tous les pouvoirs, Dieu a toutes les ressources. Je hmm, m'attendais au miracle. Voilà, l'argent va tomber du ciel quelque part ou une solution. Et ce miracle n'est pas venu. Par contre, la prise de décision, donc chaque fois des petites décisions, suite à des cours qu'on a reçus, euh, hmm, j'ai pris quelques décisions, des petites décisions mises l'une au bout de l'autre et qui finalement ont changé la situation de la ferme. Alors je ne sais pas si on peut déjà en parler de ouais, l'aspect financier. oui, ben Et, ça fait partie, moi, je trouve. oui. Donc financièrement, j'étais déjà bien endetté Hmm, et pour pouvoir terminer l'année, ça faisait quelques années que je devais emprunter de la trésorerie à la banque pour pouvoir payer les factures et pour pouvoir vivre. Et cette dette est arrivée à son plafond, donc on ne pouvait pas emprunter plus. Et cette année-là, ben, j'étais vraiment acculé à une échéance et je savais pas comment m'en sortir. Et pour finir, l'année s'est terminée, enfin l'été s'est terminé avec une grosse panne au niveau de l'irrigation. mhm, Donc c'est ma station qui a lâché et j'ai pu tant bien que mal terminer la saison, mais il fallait tout refaire. Et donc là, ben, sans finance, comment je vais refaire? Et en plus, si j'ai pas d'irrigation, ben, je peux plus travailler. hmm, Donc j'ai commencé enfin, j'ai pris les contacts avec mon concessionnaire, on a étudié le renouvellement de la station et donc on a commandé puisqu'on n'avait pas d'autre choix. Et j'ai déposé mon dossier à la banque et je me souviendrai toujours de ce jour. J'étais parti un peu plus loin parce qu'on a des terres un peu éloignées. J'étais parti pour la journée et le matin, ma conseillère m'appelle et me dit, Monsieur Lehmann, votre dossier, c'est pas la peine que je le dépose parce qu'il passera jamais. Et hmm, là, je peux vous garantir que ma journée, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de musique, il n'y avait rien. C'était prière, prière, prière dans mon tracteur. J'ai supplié le Seigneur d'intervenir. Et hmm, finalement, le soir, elle m'a appelé, elle m'a dit, écoutez, j'ai quand même déposé le dossier, on verra bien ce qui va se passer. Et donc, finalement, mon dossier a été accepté. hmm, Et donc, ça a permis d'investir dans ce matériel, mais la trésorerie était quand même en mauvais point. Donc, j'ai dû prendre rendez-vous avec la conseillère et aussi avec quelqu'un de hiérarchiquement supérieur parce que c'était pas une situation facile. Alors, je me hmm, livre un peu, hein, je pense que ça peut aider des personnes qui sont dans ces situations. ouais, Et en fait, le principe que j'ai mis en place, enfin, que j'ai suivi, c'était de dire, euh, comme la Bible le dit, ne devez rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres. Et donc, quand on est endetté, c'est un peu difficile. Et le principe que j'ai appris, en fait, c'est que quand on se met d'accord avec quelqu'un sur une dette, quand on a remboursé ce qu'on lui doit, on n'a pas enfin, on n'est pas, on lui doit rien. oui, C'est-à-dire, si je dois 1000 euros à quelqu'un,
et qu'on se met d'accord que tous les mois, je lui donne 10 euros. Si je respecte les 10 euros, alors je n'ai pas de dette. Mhm. Et donc, j'ai mis ce principe en place aussi par rapport à ma banque. Donc, je suis allé trouver des conseillers. J'ai dit, voilà, la situation, voilà ce que je suis prêt à faire et j'aurais besoin que vous m'aidiez. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, ils ont été Mhm. d'accord. Quelques mois supplémentaires en disant, ben voilà, on va jusqu'à la fin de l'année et à la fin de l'année, on fait le point. Ouais. Et donc, en fait, la situation s'est améliorée puisque j'ai mis en place ces principes. C'était des petits pas, on va dire, mais ça a libéré des choses plus grandes spirituellement. Alors, il n'y a toujours pas de grand chèque qui est arrivé, mais simplement, on était en prière. Enfin, j'ai prié avec des amis, j'ai prié avec mon épouse. Et j'ai dit, voilà, bah, je suis prêt à vendre telle machine ou tel tracteur, si ça, s'il le faut, pour pouvoir rembourser, enfin, pour payer mes fournisseurs. Ouais. Donc, j'étais prêt à beaucoup de remises en question. Et Mhm. finalement, j'ai pas eu besoin de vendre tout ça. Mais c'était quand même une attitude de cœur qui était importante. Et aussi Ouais. vis-à-vis de mes banquiers, parce Mhm. on peut pas se moquer des banquiers, on peut pas leur faire croire des choses. Et puis finalement, on se dit, je les ai bien eus. C'est vraiment faire preuve de sincérité, d'honnêteté. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. Et la situation, elle s'est améliorée. Et donc, ce principe de ne rien devoir à personne, je trouve qu'il est vraiment important et on fait tellement d'erreurs à ce niveau-là. Par exemple, ne serait-ce qu'en famille, quand on paye la voiture du fiston parce qu'il n'a pas encore assez de sous pour l'acheter, et qu'on lui dit, ben, t'inquiète, tu me rembourseras quand tu pourras. Ben, ça, c'est Mhm. une erreur qu'il faut absolument pas faire parce que dès qu'on prête quelque chose à quelqu'un, il faut se mettre d'accord sur la façon de rembourser. Mhm. Et j'ai vu ça dans différentes situations. Parfois, ça semble ridicule. Euh, je, je devais de l'argent à mes parents, par exemple, Mhm. et parce que c'était pareil, en famille, on s'arrange, hein, et à coup dur, ben, on prête de l'argent. Et puis, je devais de l'argent à mes parents et je suis allé les trouver. Je leur ai dit, est-ce que vous êtes d'accord? Alors, j'avais fait mes calculs. Je pouvais leur rembourser 200 euros à peu près par mois. Est-ce que Mhm. vous êtes d'accord avec 200 euros par mois? Alors, par rapport à ce que je leur devais, c'était ridicule, mais Ouais. ils étaient d'accord. Et donc, on a respecté ce remboursement tous les mois. Ouais. Et, et je me suis sorti de cette dette parce que les Mhm. 200 euros, après, sont devenus plus importants, puisque finalement, ça a entraîné une amélioration de la situation. Et au fur et à mesure, on a pu augmenter les remboursements. Et ce qui aurait dû prendre 30 ou 40 ans à être remboursé, finalement, en quelques années, c'était remboursé. Mhm. Donc, si je partage ça, c'est pour dire il y a de l'espoir dans chaque situation. Alors, Mhm. c'est sûr qu'on aimerait bien gagner au loto, de dire, voilà, Seigneur, toi, tu peux me donner ça en un instant, mais le Seigneur veut nous transformer, nous. Ouais. Euh, J'ai entendu récemment encore, on ne règle pas un problème d'argent avec de l'argent. Et c'est vrai, Dieu veut nous transformer d'abord nous-mêmes, notre cœur. Il Mhm. veut qu'on puisse apprendre la façon de fonctionner du royaume, pas celle du monde. Et pour ça, il faut parfois qu'on traverse des situations un peu difficiles. Mhm. Voilà, donc c'est, ça fait maintenant quelques années. Ouais. Et au bout de 5 ans, j'ai réussi complètement à apurer ma dette de trésorerie. Donc j'ai encore des emprunts parce qu'on a acheté du matériel, mais ça Ouais. c'est des choses normales, Mhm. mais plus de dette de trésorerie. Ouais. Et donc je suis Merci. reconnaissant au Seigneur pour son intervention. Oui, et puis merci aussi pour ce partage parce que on le sait que dans le domaine de l'agriculture, c'est pas le seul domaine, mais on sait que notamment dans le domaine agricole, qui demande des investissements très lourds, les dettes font partie des grosses difficultés des agriculteurs. Oui. Et Alors c'est effectivement, aussi vas-y, vas-y.
Il y a aussi l'aspect de l'investissement. Oui. Alors clairement, dans ce cheminement, j'ai dû me repentir d'un investissement que j'avais fait. Mhm. C'était un peu une opportunité et il fallait la saisir. Et puis, j'ai acheté cette machine. Et pour finir, je me suis repenti. J'ai dit, Seigneur, j'aurais pas dû l'acheter. Finalement, j'ai Mhm. pas pu beaucoup l'utiliser. Ouais. Et j'ai fini par la revendre. Mais Mhm. bien sûr, quand on revend du matériel, il est plus neuf et puis on perd des sous. Donc il y a ce genre de choses. Alors on a aussi dans la prière, demander Seigneur, mais qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois. Alors c'est dans cette intimité avec le Seigneur aussi. Il nous dit, mais qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qu'il faut absolument dans ta ferme? Et donc c'était l'irrigation. Mhm. Alors j'étais étonné parce que l'irrigation, ça fait partie des domaines où on pourrait dire, mais si tu as la foi, tu pries et il pleut. Donc, tu n'as Oui. pas besoin d'investir des dizaines de milliers d'euros pour l'irrigation. Mais en fait, le Seigneur, il a pas proposé ça. Il Mhm. m'a dit, si ton irrigation est performante, alors tu es en sécurité. Mhm. Si ton tracteur n'est pas super performant, si tu as un problème, tu peux toujours en emprunter un. Ouais. C'est assez facile, mais l'irrigation, si on l'a pas, on l'a pas. Et Mhm. alors, bien sûr, si on a les moyens, pourquoi pas aussi avoir un tracteur performant, hein. Mais c'était dans l'ordre des priorités. Ouais. Et donc, c'est ce genre de discussion aussi avec le Seigneur. Ben, qu'est-ce qui est important? Regarde, n'investis Mhm. pas n'importe comment. Alors, c'est vrai qu'il y a des situations difficiles qui sont dues à la conjoncture, mais parfois, on a pris parfois des mauvaises décisions. Alors, je veux Ouais. pas accabler les gens qui sont en difficulté en Mhm. leur rajoutant le fait, bah voilà, c'est parce que tu as mal géré. Non, c'est pas ce que je veux dire, mais Ouais. parfois ça arrive et j'en ai fait l'expérience. Mhm. Tu nous as parlé d'investissement financier et en termes d'investissement, en termes d'efforts, en termes de temps, etc., tu as, des choses que tu aimerais nous partager sur le fait de mettre son effort au Par bon rapport, endroit? oui. Alors pour ça, j'aimerais raconter une histoire que j'avais entendue. C'est l'histoire d'Herbie. Alors c'est une histoire que j'ai entendue. C'est un Américain qui l'a racontée. Alors Herbie, ça doit être un diminutif peut-être de Herbert, je sais pas. Ça, c'est pas important. En tout cas, cette histoire, c'était un, un- un chef d'entreprise qui avait un département de son entreprise qui était vraiment en difficulté. Donc, il a fait appel à un cadre pour redresser la barre et il lui a dit, voilà, je te donne 6 mois pour Mhm. remettre ce département à flot et sinon, ben, je licencie de nouveau. Et cet homme était par ailleurs aussi responsable de scout, enfin de mouvement de jeunesse. Et donc, il partait en week-end avec une équipe de jeunes. Et donc, ils sont partis avec des sacs à dos, randonnée, histoire de faire un bivouac à un certain endroit. Et donc, Mhm. ils ont commencé la marche. Et dans leur équipe, il y avait Herbie. Mais Herbie, c'était celui qui traînait les pieds. Il était toujours à la fin. Alors, ils ont essayé différentes choses pour que ça aille plus vite. Alors, ils ont dit plutôt que de chaque fois nous arrêter, d'attendre un quart d'heure que Herbie nous rejoigne, on va mettre Herbie devant. Oui. Et donc, tout le monde va marcher à son rythme et on va arriver en même temps. Mhm. Après, ils se sont dit, ben, finalement, si on fait ça, on va jamais arriver. La nuit va tomber, on sera encore en train de marcher. Donc, ils se sont dit, bon, on va peut-être enlever tout ce qui gêne Herbie. Chacun Mhm. prend un peu de ses affaires. Donc, ils se sont répartis les affaires d'Herbie et puis ils ont fait tout ce qui était possible pour qu'il marche le plus vite possible. Et comme ça, ils sont arrivés à leur bivouac en temps et en heure. Après, il s'est dit, cet homme, finalement, c'est ce qu'on fait dans l'entreprise. On investit un maximum là où ça marche, parce que ça marche, et le département enfin l'élément qui marche pas bien, Ouais. ben on le laisse un peu parce qu'il marche pas bien, et puis on préfère travailler là où ça marche. Et
Et c'était une erreur parce que finalement, c'est cet élément-là qui donne le rythme à tout le département. Mhm. Alors, j'ai écouté cette histoire avec attention et je me suis dit: «Ben, qu'est-ce qui se passe chez moi dans ma ferme?» Et en fait, j'ai plusieurs sites, les champs sont pas regroupés à un seul endroit, donc j'ai différents types de sols, j'ai différentes, situations un peu climatiques et j'ai notamment à peu près un quart de la ferme qui est situé, en zone inondable Ouais. et avec un potentiel, beaucoup plus faible et donc ma théorie c'était, ben, je fais d'abord le travail là où ça marche bien parce que je veux Hmm. bah, c'est là où il y a le plus de potentiel et puis il faut faire le travail bien et le reste je le fais quand j'aurai le temps donc ce qui est arrivé c'est que j'étais toujours en train de travailler dans des mauvaises conditions. J'étais toujours, trop tard ou parce qu'il y avait une inondation, je pouvais pas accéder et donc la récolte après que j'ai entendu cette histoire, j'étais en train de récolter et c'était une misère et je pleurais Hmm. dans ma moissonneuse et je disais: «Mais c'est vraiment terrible, il y avait pas grand-chose, il y avait plus de mauvaises herbes que de maïs» et alors j'ai entendu cette voix qui me dit: «Ben, c'est ton Herbie». Hmm. Alors, j'ai tilté, je me suis dit: «Ben, voilà, en fait, c'est là que je dois investir». C'est là que je Ouais. dois mettre les meilleures conditions et donc c'est ce que j'ai essayé de faire tout de suite, cette année-là. Dès qu'il y avait des bonnes conditions, je commençais par là-bas et pour finir, la récolte suivante était excellente. Alors toujours pas au niveau de l'autre partie, Hmm. mais étant donné que dans cette partie-là, il y avait pas besoin d'irriguer, bah, les résultats économiques étaient identiques et Ouais. en fait, le rien que de favoriser cette partie où il y avait pas beaucoup de potentiel, d'essayer de toujours trouver les meilleurs moments, bah, ça a permis à toute l'exploitation d'aller mieux. Hmm. Donc c'était cette histoire de mettre les efforts au bon endroit Wow. et ça permet de alors on a peut-être tous un Herbie dans notre ferme ou dans notre vie et qu'on laisse un peu de côté parce qu'on sait pas trop quoi en faire et ça embête. Mais Mhm. si on met nos efforts là, ça peut vraiment aider dans Hmm. la globalité. Waouh. Ouais, génial cette histoire, elle me plaît beaucoup. Et puis surtout le fait Oui. que bah, c'est deux fois la même chose, mais c'est deux histoires que tu aies pu aussi rapidement transformer un Herbie plein d'herbe en quelque chose de productif. Euh, et puis Oui. non, franchement, wow, merci. Merci pour ce partage. Bon, et puis on pourrait peut-être terminer en parlant de notre espoir pour cette plateforme, la plateforme des Joseph dont tu as parlé vite fait, et puis le projet que tu portes en Alsace. Euh, on y croit et on continue à se battre pour. Est-ce que tu voudrais bien nous parler un petit peu de ton cœur pour ça et de ce que tu portes? Alors je crois qu'on est vraiment dans un temps où on doit, nettoyer nos temples. Alors, nettoyer nos fermes, nettoyer nos cœurs, nettoyer c'est-à-dire que qu'on se positionne vraiment dans l'alignement avec le Seigneur et Mm, parfois c'est juste, quelqu'un à qui on doit pardonner. Parfois c'est juste, quelqu'un qu'on doit aller trouver pour, remettre une situation en ordre. Parfois c'est des petites choses, mais on est dans des temps où on va faire la différence mm, en tant que Joseph. Alors j'avais entendu, quelqu'un expliquer que Joseph avait trouvé, enfin avec les conseils de Dieu bien sûr, avait fait des réserves pour les 7 années de vaches maigres et en fait nous on n'est plus dans cette situation de Joseph où on doit nous-mêmes mettre de côté les 7 années, enfin je sais pas combien d'années, mais c'est Dieu qui prépare. Alors on lit ça dans Joël 2 où mhm, c'est Dieu qui prépare les réserves et en fait, si nous, on est dans l'intimité avec le Seigneur, on a accès à ses réserves. Alors c'est pas mhm, juste pour nous, pour sauver notre peau et pour toujours avoir à manger, mais
dans le sens où il y aura des problèmes où les gens auront besoin de nous. Alors, si nous, on a accès à ces réserves du ciel pour pouvoir répondre. Alors, c'est certainement dans le contexte de la moisson aussi qui Mhm, vient, de moisson des âmes qui se tournent vers le Seigneur. Et là, en tant qu'agriculteur, on a vraiment je crois, un rôle important, puisqu'on travaille vraiment avec la nourriture, on travaille avec les choses basiques. Et c'est important qu'on se prépare. Et dans ce sens-là, j'ai rejoint cette plateforme des Joseph. J'ai écouté les différents témoignages qui étaient très intéressants. Et j'aimerais bien partager ça au niveau local, donc avec des agriculteurs de la région. Alors, mhm, on a fait sur la plateforme une sphère Alsace pour connecter les gens les gens les uns avec les autres. Alors, ça met un peu de temps à se mettre en route, mais par ailleurs, euh, au niveau de l'Alsace, il y a un ingénieur de la chambre d'agriculture qui est parti à la retraite et mhm. qui a appelé quelques collègues et puis il nous a mis ensemble et a dit: «Est-ce que vous seriez d'accord d'organiser une rencontre pour les agriculteurs chrétiens?» Et donc on a organisé ça l'année dernière Ouais. et la première chose, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on avait un listing de 120 personnes, enfin 120 familles Mhm. d'agriculteurs chrétiens. Alors on était déjà très surpris parce qu'on se dit toujours on est tout seul dans notre coin, Ouais. on est seul à ne pas avoir plié le genou devant Baal. Et en fait, on se rend compte qu'il y a plein de gens et c'était un premier encouragement. Mhm. Et donc à cette journée qu'on a organisée, on était 120 adultes et une quarantaine d'enfants. Donc sur l'Alsace, alors on était très encouragés. Et c'est quelque chose qu'on va reconduire cette année. Et avec cet objectif vraiment de créer des connexions euh, avec des réseaux. Alors l'Alsace, c'est une petite région, mais c'est déjà assez grand pour se Ouais. connecter. Mais dans chaque région, petite région de l'Alsace, de pouvoir faire des groupes d'agriculteurs qui se rencontrent et qui prient Ouais. ensemble et qui prennent à cœur les problèmes les uns des autres et qui s'encouragent les uns les autres. Mhm. Donc c'est en train de prendre forme et ça me réjouit puisque on a vraiment quelque chose à apporter à cette région. Alors ça peut peut-être encourager d'autres régions de France. Je Amen. connais pas exactement comment ça se passe, mais de pouvoir se connecter, de connaître avec qui on peut se rencontrer quand il y a un problème. Parfois aussi Mhm. pour se donner un coup de main, c'est pas juste spirituel, mais aussi pratique. Ouais. Voilà. Merci beaucoup, Werner. Oui, c'est vrai que avec cette plateforme, avec cette école buissonnière et puis cette plateforme pour les Joseph, pour aujourd'hui et pour demain, l'objectif, c'est vraiment, oui, pouvoir se former les uns les autres et pouvoir aussi s'encourager les uns les autres et que des projets puissent émerger parce qu'il y a des richesses dans le peuple de Dieu et les chrétiens doivent être des réponses pour cette société qui en a désespérément besoin et notamment dans le domaine agricole et de l'alimentation. Et alors oui, effectivement, on a cette plateforme où plusieurs peuvent se retrouver, plusieurs se sont retrouvés, et après, il y a des choses qui émergent, qu'on ne voit plus sur la plateforme parce que les gens se rencontrent en vrai et puis ils font des choses. Mais il y a ce petit point commun qu'on a. Alors, il y a cette sphère en Alsace, il y a une sphère, il y a une ou deux sphères en Suisse, il y en a une sur le côté de la Méditerranée, et puis il y en a d'autres qui vont arriver. Donc, si vous passez sur cette chaîne et que vous n'étiez pas au courant qu'on avait une petite plateforme privée pour les chrétiens intéressés par la résilience alimentaire, les chrétiens engagés dans l'alimentation, dans l'agriculture, des paysagistes, des maraîchers, des jardiniers, et aussi des jardiniers du dimanche, parce que malgré tout, on les aime. Quelle que soit votre situation, si vous êtes intéressé par ce genre de projet et que vous avez envie d'apprendre à connaître d'autres chrétiens engagés, et pourquoi pas, peut-être vous regrouper et faire quelque chose, ben, n'hésitez pas. Dans la description de la vidéo, vous pourrez retrouver un lien pour vous inscrire sur cette plateforme et on aura la joie de vous y retrouver. Euh, eh bien, merci beaucoup pour ce temps consacré, Werner. Je ne sais pas si tu avais un dernier mot. Peut-être que je pourrais te poser une question que j'ai envie de poser en ce moment aux gens que j'interviewe, c'est qu'est-ce que toi, en tant que chrétien, tu connais, tu sais, et t'aimerais que plus de chrétiens puissent le savoir? Une chose que tu as entendue ou que tu as découvert et que tu aimerais que plus de chrétiens puissent le connaître ou le savoir et tu penses que ça ferait la différence dans leur vie?
Alors, je te prends un petit peu au dépourvu, mais est-ce que tu aurais un point à rajouter? Alors, un élément que j'aimerais dire, c'est vraiment notre identité de fils et de fille. Hmm, Je crois que c'est vraiment un élément sur lequel je travaille encore, parce qu'on est parfois chrétien depuis longtemps, mais on se bat encore toujours pour avoir une place, à table avec le Seigneur, dans le sens où on pense que c'est vrai, Dieu aime tout le monde, mais moi en particulier. Et ça apporte parfois des tensions aussi dans nos organisations, même dans nos églises, parce qu'on cherche, on n'est pas sûr de notre place. Et vraiment, si on peut travailler ça dans l'intimité avec le Seigneur et d'être vraiment un hmm. fils à qui Dieu ne ferme pas la porte, à qui Dieu ne ferme pas les bras. Euh, tu as interviewé quelqu'un récemment qui disait que notre vraie famille était la famille spirituelle, pas la famille céleste. Et la famille céleste, c'est vrai, euh, il y a tout dans la famille céleste pour nous. Et Hmm. c'est un encouragement que j'aimerais donner. Euh, c'est cette piste qu'il faut travailler au maximum, quoi. Tout le reste parfois nous égare ou nous éloigne. Alors, je ne sais pas si ça répond à ta question. Parfaitement, ça y répond parfaitement. C'était une question très ouverte et tu y as répondu avec précision. Mais oui, parce que je suis d'accord avec toi, hein, c'est la base de tout, c'est le père qui donne l'identité. C'est notre père qui nous donne notre identité et si nous ne rentrons pas d'abord dans cette identité de fils, les œuvres que nous ferons seront des œuvres mortes. Et parce que nous les ferons en tant qu'esclaves et pas en tant que fils. Alors Oui. oui, merci pour ce rappel. Et oui, merci, tout simplement. Et puis Moi, je merci vous aussi encourage, moi, je vous Vas-y. encourage à écouter toute cette série sur les pères que tu Hmm. as proposée et, et même toutes les autres séries que tu as proposées parce que, comme un de tes invités disait aussi récemment, c'est qu'on n'a plus le temps de chacun découvrir, enfin d'inventer la roue. Il y a tellement de choses euh, qui ont déjà été partagées et ça nous fait gagner énormément du temps de ne pas chercher par nous-mêmes, d'avoir déjà des infos sont toutes trouvées. Voilà. Eh bien, merci Werner. Merci à chacun d'être resté jusqu'au bout, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et puis, à très bientôt pour une nouvelle émission et sur cette plateforme ou sur une autre. À bientôt, soyez bénis. Au revoir. À bientôt.